Il y a des histoires qu'on préfère taire. Des histoires qui n'entrent pas dans les contes de fées, des histoires qu'on cache sous le silence, parce qu'elles dérangent, parce qu'elles saignent. Voici celle d'Amina. Elle n'avait que 17 ans quand elle a fui. Pas pour un rêve, non, mais pour échapper à un cauchemar. Dans son village du nord du Kenya, on l'avait promise à un homme plus vieux que son père. Un marché scellé entre familles, 3 vaches, 2 sacs de maïs, et un peu de honte étouffée sous les sourires. Elle, on ne lui avait pas demandé son avis. Elle devait obéir, comme sa mère. Comme sa grand-mère avant elle. Mais Amina, elle portait en elle un feu qu'aucune tradition ne pouvait éteindre. Alors, un soir, alors que le ciel pleurait doucement sur la terre rouge, elle est partie. Sans valise. Sans adieu. Juste un pagne, un peu d'argent volé au fond d'un panier, et une adresse griffonnée sur un papier froissé, Nairobi au quartier et au Mama Rukia. C'était tout ce qu'elle avait. Et l'espoir, bien sûr. Ce poison doux que le désespoir appelle liberté. Le bus roulait lentement, comme si lui aussi hésitait à quitter la terre des ancêtres. Chaque kilomètre était une trahison. Mais dans ses yeux, la ville brillait déjà comme une promesse. Nairobi. Quand elle est arrivée, l'air sentait l'essence, la fumée et la fatigue. Le béton remplaçait la terre, et les klaxons criaient plus fort que les oiseaux. Tout allait vite. Trop vite. Amina, elle, marchait lentement. Perdue. Curieuse. Tremblante. Mama Rukia, elle l'a trouvée au bout d'une ruelle, dans une maison basse aux murs bleus écaillés. Une femme imposante, maquillée, parfumée. Et dangereusement gentille. Elle l'a accueillie avec un sourire, un de ces sourires qui cachent des pièges dans les plis. Tu es jolie, Amina. Avec un peu de maquillage, tu briseras des cœurs, et tu rempliras des poches. Amina ne comprenait pas. Pas encore. Mais dès le lendemain, elle a compris. Ce n'était pas une tante. Ni une bienfaitrice. C'était une proxénète. Et elle n'était plus une fugitive, elle devenait marchandise. La première nuit, elle a pleuré. La deuxième, elle s'est tue. La troisième, elle s'est brisée. Le maquillage ne cachait plus ses cernes. Le rouge à lèvres devenait une armure. Elle souriait aux clients, mais son cœur, lui, hurlait. Les hommes venaient. Payaient. Et repartaient comme s'ils avaient loué une chambre vide. Certains étaient tendres. D'autres, cruels. Tous, indifférents. Elle vivait dans une pièce minuscule, avec 3 autres filles. Chacune portait son silence comme un fardeau. Elles se maquillaient ensemble, se soutenaient parfois d'un regard, mais personne ne posait de questions. Jusqu'au jour où elle l'a rencontrée. Elle s'appelait Sarah. Elle était plus âgée. Plus cassée. Mais encore debout. Ancienne travailleuse, devenue militante. Elle venait distribuer des serviettes hygiéniques, des conseils de santé, et parfois, un peu d'espoir. Tu n'es pas obligé de rester ici, lui dit-elle un jour. Il y a un centre. Pour les filles comme toi. Amina ne répondit pas. Mais ce soir-là, en regardant les lumières de la ville danser à travers les barreaux de sa fenêtre, elle sentit quelque chose renaître. Le lendemain, elle suivit Sarah. Le centre était modeste. Des murs blancs, des lits superposés, un coin cuisine. Mais il y avait du silence. Du respect. De la paix. Elle y resta 3 mois. Elle réapprit à dormir. À respirer. À sourire, sans vendre son corps. Elle suivit des cours de couture. Puis de gestion. Elle cousait comme elle aurait recousu sa propre vie. Un jour, on lui proposa un micro. Pour témoigner. Elle avait peur. Mais elle parla. Devant des jeunes filles, des hommes, des mères. Sa voix tremblait. Puis elle devint forte. Je ne suis pas une honte. Je suis une survivante. Et je refuse d'être invisible. Ce jour-là, elle est devenue plus qu'une victime. Elle est devenue lumière. Amina a aujourd'hui 22 ans. Elle dirige un petit atelier dans un quartier pauvre. Elle emploie d'anciennes filles de la rue. Elle leur apprend à coudre, mais surtout à rêver à nouveau. Dans la vitrine de son atelier, il y a un cadre. Un simple bout de papier, jauni, sur lequel est écrit « fleurs de poussière ». Parce que même dans la boue, dit-elle, certaines fleurs choisissent de pousser.